Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'État avait un tel pouvoir sur vos affaires, des prérogatives aussi invasives dans vos vies personnelles? Pourquoi ces pouvoirs de l'État sur votre personne paraissent à ce point contradictoires avec les notions de droits fondamentaux, droits naturels déclarés sous l'appellation de droits de l'homme et du citoyen? Quelle est la réalité dissimulée qui donne à l'État autant de capacité d'intrusion dans vos affaires? Cette réalité porte pourtant un nom, c'est celui de fiducie. La fiducie est le contrat spécial qui permet à l'État de gérer vos affaires, à votre place alors que cette gestion vous revenait de droit. Vous n'avez pas été mis au courant de l'existence d'un tel contrat avec l'État, et personne ne vous en a parlé à l'école, car cela ne faisait pas partie de vos cours d'éducation civique. Ces cours dans lesquels on vous a dit que le citoyen avait des droits et des devoirs, sans expliquer en quoi consistaient ces droits et surtout comment les faire valoir. La question à laquelle répond la fiducie est pourtant simple. Quelle est la nature de notre lien à l'État? Par quelle opération sommes-nous liés à l'État sous le nom de citoyen? Et il ne peut alors s'agir que d'une opération d'ordre juridique. Cette question, personne ne l'a jamais posée. Il était pourtant fondamental de comprendre ce qu'est une fiducie pour être capable de situer nos droits dans notre relation quotidienne avec l'État et son administration. Mais le système a plutôt intérêt à ce que cette information ne vous soit pas divulguée, ce qui implique une forme de conflit d'intérêts. Il n'existe pas de thème au sujet duquel l'ignorance citoyenne est la plus manifeste. Même les juristes formés dans les facultés de la République sont dans la confusion concernant cette réalité, se bornant à faire fonctionner le système judiciaire de la République française, ce pourquoi ils ont été formés. En effet, rares sont les juristes ou avocats français à défendre les intérêts et les droits des citoyens, en réalité. Refuser de voir la réalité du système fiduciaire, c'est se condamner à l'impuissance face à l'État. C'est refuser de reprendre le contrôle de son existence juridique. Il ne s'agit pas d'une thématique spécifique concernant des personnes impliquées en justice. Cela ne concerne pas seulement vos interactions avec les tribunaux ou la police. Cela concerne 90% de vos interactions avec l'État. Cela concerne également la manière dont le système financier international fonctionne, la monnaie dette ou monnaie fiduciaire. La fiducie est la poutre faîtière de tout le système dans lequel vous vivez actuellement. Vous pouvez certes décider de mourir en ayant ignoré cette réalité, qui aura défini toute votre existence au sein de la société actuelle. Ou bien vous pouvez aussi commencer à vous y intéresser une fois le moment venu. Vous devez envisager qu'il est possible que tout ce que vous croyez savoir au sujet de la société, de la politique, de la finance, du droit, de la structure de l'État moderne est en réalité totalement biaisé. Que ce que vous avez aperçu jusqu'à maintenant n'était que le reflet d'un ensemble bien plus profond. Et si vous ne l'envisagez pas, vous pouvez vous demander pourquoi cela vous serait si difficile à concevoir. Comprendre la réalité fiduciaire, c'est aborder une autre dimension concernant les sociétés humaines et leur fonctionnement. C'est avancer vers le métapolitique et le métajuridique. Une application informatique est ce que le public envoie. Le public dispose de son ergonomie, de sa simplicité et de son esthétique. Mais derrière cette application se trouve un code informatique, lui-même régi par un protocole particulier, que seuls certains peuvent lire, comprendre et modifier. Lorsque vous utilisez une telle application, vous ne pensez à aucun moment au code qui la sous-tend, parce que tout vous a été rendu simple et facile d'accès. Il en est de même pour une société humaine. L'éducation publique, les institutions politiques, l'administration, le service public, le système judiciaire, les services bancaires, les assurances ne sont que la version vanille d'un système bien plus profond. Une version destinée au public qui en est l'usager quotidien. Le code, quant à lui, se trouve dans cette fameuse réalité fiduciaire,
qui incarne la réalité protocolaire de la société actuelle. Comme pour l'application, il ne peut être lu par la masse des utilisateurs, seulement par une infime minorité. Pour illustrer ce phénomène, si l'on prend l'application WhatsApp utilisée par 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, sur le total d'utilisateurs, le pourcentage d'individus comprenant le protocole de cette application est de moins 0,1%. Les sociétés humaines fonctionnent selon le même principe. Pourtant, la majorité des individus les composant considèrent déjà en saisir le code, sans effort à fournir. Cela vient d'un biais cognitif nommé illusion de compétence. L'usager considère maîtriser ce qu'il utilise simplement parce que l'usage de la chose lui a été rendu facilement accessible par d'autres. La question de la fiducie étant suffisamment complexe pour qui n'en a pas entendu parler, cette vidéo n'aura comme objectif que d'exposer le principe de ce qu'est une fiducie, ce que tout citoyen devrait maîtriser un minimum dans une société réellement démocratique. La fiducie est une sorte de contrat à 3 parties. Son origine remonte aux temps antiques et son nom actuel en français nous vient du latin fiducia, signifiant confiance. La fiducie consiste à transmettre un bien à un autre individu qui aura la charge de gérer ce bien à notre place pour notre bénéfice, d'où l'implication de la confiance dans cette opération. Le meilleur moyen de comprendre son fonctionnement est de l'illustrer par un exemple. Un vieil homme est propriétaire d'un champ d'oliviers qu'il veut léguer à son fils encore mineur, pour le gérer afin d'en faire bénéficier leur famille. Le vieil homme transfère ce dépôt, en attendant, en gestion à un fermier, qui devra aussi l'entretenir et l'exploiter un certain nombre d'années au bénéfice de la succession du vieil homme. L'affaire est censée être gérée par le fils. C'est un contrat qui implique 3 parties et repose sur la confiance. Le vieil homme qui est propriétaire, il est fiduciant, il crée la fiducie, donc place sa confiance dans le fermier. Le fermier qui sera le fiduciaire, il exploite le champ d'oliviers sous la conduite du fils. Le fils qui sera le gestionnaire, pour le bénéfice final de la famille du vieil homme, c'est-à-dire sa succession. Mais, dans notre exemple, il se trouve que le fils est absent de la fiducie, car inapte à cause de sa minorité. On décide alors que le fermier exploitant sera aussi le gérant de l'affaire, en attendant la majorité du fils. Le champ d'olivier a le statut de propriété, corporelle ou incorporelle. Le concept en anglais est estate. Il fait référence à l'idée d'un domaine lié à une succession. La propriété n'est donc pas forcément un bien matériel ou foncier. Cette propriété est représentée par un titre. Qui détient le titre détient la propriété. Le vieil homme est celui qui consent à constituer la fiducie pour son propre bien. Généralement, le fiduciant est également le bénéficiaire de l'affaire, parce qu'il suscite la fiducie pour son propre intérêt. Le rôle central est celui du fermier, qui est le fiduciaire, terme à retenir. Le titre de la propriété est transféré au fiduciaire. La propriété entre alors dans son patrimoine personnel. Il exploite ce titre pour le compte du bénéficiaire. Le transfert de la propriété fait qu'il en devient le détenteur légal. Le fils est le gérant ou administrateur. C'est lui qui oriente les opérations du fermier selon ce qu'il juge être bénéficiable et au service des intérêts du bénéficiaire. Voilà exposé ce qu'est une fiducie. Maintenant, transposons cet exemple à la situation de l'individu citoyen dans sa relation avec l'État. Remplacez le vieil homme par l'individu citoyen. À la place d'un champ d'olivier, il a la propriété de son domaine personnel, qui est son potentiel d'énergie en tant qu'être vivant et humain.
Ce potentiel représente tout ce qu'un individu peut accomplir de son vivant. C'est la raison pour laquelle ce titre est associé à la vie de l'individu. Dans ce cas, lorsque la fiducie sera constituée, elle durera donc le temps de la vie de l'individu. L'individu est donc le propriétaire ou détenteur légitime de ce domaine personnel à vie. Le domaine personnel se reflète dans le concept de personne physique. La fiducie entre l'individu et l'État est constituée au moment de l'acte de naissance et de la naissance de la personne juridique de l'individu. Nous ne développerons pas cet aspect ici et resterons concentrés sur la fiducie elle-même. Au moment de la constitution de la fiducie, ce domaine personnel devient représenté par un titre. Dans le cadre du système fiduciaire, ce titre donne accès au domaine personnel. Ce titre est transféré en fiducie à l'État, qui est alors fiduciaire, correspondant à la place du fermier dans notre exemple. Il va donc exploiter le titre pour le bénéfice du citoyen. Il est le détenteur légal du titre. Mais l'individu, comme le fils de notre exemple, est considéré en état de minorité. Il n'est pas apte à gérer les affaires de son domaine personnel. C'est donc l'État, en intermittence éternelle, qui va administrer cette affaire. C'est donc l'État seul en tant que fiduciaire et administrateur qui décide de ce qui représente ou non un bénéfice pour l'individu, ce dernier n'ayant plus aucun droit sur cette affaire, qui est pourtant l'affaire de sa propre vie. La monnaie fiduciaire porte ce nom parce que son émission se base sur la confiance qui est opérée à travers cette fiducie entre l'État et le citoyen. Pour que ces billets aient de la valeur, il fallait qu'ils soient émis à partir d'un titre dont la valeur avait déjà été établie en amont. Cette valeur existe par la fiducie qui permet à l'État de détenir légalement le domaine personnel de vie des citoyens à travers une pseudo-relation de confiance. Il est à relever que la fiducie joue un rôle central dans l'histoire du développement du commerce international et la structuration des corporations.